Bonsoir, c'est la rentrée, et oui, comme chaque année. Alors aujourd'hui c'est le 4 septembre et comme je l'ai tweeté, je ne doute pas que tous les enseignants de France, la première chose qu'ils aient fait ce matin, notamment les professeurs des écoles, aient dit à leurs élèves, le 4 septembre c'est le jour anniversaire de la République. Et oui, 4 septembre 1870, Léon Gambetta proclama la République et de ce jour, la France est toujours restée en République. Et vous aurez remarqué que personne, mais alors absolument personne, ne l'aura mentionné aujourd'hui, ni au point de vue gouvernemental, ce qui aurait pu être bien, ni dans les médias, parce que finalement la République dont on parle tous les jours, ça n'intéresse en fait personne. C'est un petit peu dommage quand on rentre à l'école de la République. Ça a du sens. Voilà, c'était une façon d'appréhender cette rentrée scolaire, comme chaque année. Je souhaite bien sûr que tous les enfants de la commune, il y en a 1511 exactement qui sont rentrés ce matin dans les maternelles ou à l'élémentaire, 540 enfants dans les maternelles et 971 à l'école élémentaire. Dans les maternelles, 4 de moins et dans l'élémentaire, 20 de plus. Ça permettra de répondre à l'angoisse de certains de voir les logements où on loge des gens, avec même des enfants, ne créent pas l'incidence que l'on pourrait imaginer. Ça devrait rassurer puisque dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, chaque fois que l'on fait quelque chose, la paranoïa fait que l'angoisse est là de ce que l'on va arriver à pouvoir supporter. Je vous rassure, nous avons de longue date préparé des classes, construit des classes, dans la perspective de cette évolution inéluctable. Après, il s'agit bien sûr à l'État d'y nommer des enseignants. Cette année, bonne nouvelle, l'école élémentaire Anthony Fabre ouvre une classe élémentaire et l'école maternelle des Plans, qui l'avait réclamée, comme nous d'ailleurs l'année dernière, mais qui n'avait pas obtenu satisfaction, ouvre également une classe supplémentaire. Donc voilà pour cette rentrée, avec des travaux qui ont été effectués, des travaux qu'on effectue d'ailleurs tout au long de l'année, notamment pendant les périodes scolaires. Si vous prenez par exemple la végétalisation des écoles, planter quelques arbres quand cela est possible, nous le faisons plutôt au printemps, à l'automne, plutôt qu'en plein été, quand il y a les restrictions d'eau. Et puis des travaux nécessaires comme l'extension de la restauration scolaire à Saint-Georges. Jusque-là, nos petits de l'élémentaire faisaient 3 tours de piste pour pouvoir déjeuner. C'était le cas à l'école des Morettes il y a quelques années, nous l'avions supprimé. Et là, depuis cette rentrée, il n'y a plus que 2 services, ce qui permet aux enfants de manger sans précipitation et de pouvoir profiter de l'excellente cuisine préparée par nos agents. Il en a coûté 235 000 € à la commune et il faut que vous sachiez que cette extension a été entièrement menée par le service bâtiment de notre commune, nos agents territoriaux qui ont fait le travail à l'exception de la peinture. Tout le reste, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est assez remarquable pour que ça mérite d'être reconnu et dit, et j'aurai l'occasion demain avec l'association des parents d'élèves et les enseignants de les remercier du travail qui a été fait, notamment dans la chaleur aussi cet été, qui était quand même pénible dans le travail. Donc travaux importants et travaux aussi au groupe scolaire Anthony Fabre, où là nous nous lançons sur les 3 années à venir dans une rénovation énergétique complète de ce groupe scolaire qui date de 1979. Ça fait bien longtemps qu'on nous réclame à juste titre de changer la chaudière parce qu'il fait trop chaud d'un côté, trop froid de l'autre et beaucoup de déperdition. Et donc, ça nous impose de refaire tout le bâtiment parce que les menuiseries, parce que le double vitrage, parce que les réseaux méritent d'être refaits totalement avant d'installer la chaudière, qui le sera d'ailleurs aux vacances de l'As Toussaint. On peut penser raisonnablement, quand on voit le temps actuel, qu'on n'ait pas trop de crainte sur le chauffage. Alors c'est vrai que
Concernant la climatisation, ça tombe un petit peu mal cette rentrée, mais ça ne devrait pas trop durer, bien évidemment. Il va nous en coûter quelques 1 100 000 euros pour cette année et tout autant l'année prochaine. Donc c'est un gros effort que fait la commune pour relever le défi énergétique. Il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui font ce travail, comme nous le faisons dans tous les domaines depuis bien longtemps, puisque toutes nos écoles ont depuis 2015 un éclairage automatique qui s'éteint automatiquement, des LED, et donc nous n'avons pas à faire cette dépense que d'autres ont à faire. À ceci près que les subventions qui n'existaient pas à l'époque, eh bien, elles existent aujourd'hui, donc on aurait mieux fait de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de ne rien faire. Enfin bon, tant pis, hein, on fera avec. Voilà donc une bonne rentrée, je pense, pour nos enfants. Et puis à la crèche, c'est un moment important, puisque la crèche, c'est reparti depuis le 21 août. Et je salue tous nos agents qui étaient bien sûr opérationnels. Et la bonne nouvelle, c'est que les enfants de la crèche aussi, cette année, mangent comme les grands, c'est-à-dire avec une nourriture préparée par nos agents, avec des produits, la plupart du temps liés à l'agriculture locale, régionale. Et donc, de 3 mois jusqu'à 11 ans, 12 ans, jusqu'au CM2, les enfants de Villeneuve mangent une vraie cuisine faite par nos agents. Il faut savoir également que le collège a une cuisine également en circuit court. Et donc, on peut être satisfait que les enfants de la commune aient une nourriture, je dirais, de qualité. Voilà, ça c'est la rentrée scolaire classique. Et puis, une rentrée sur laquelle on m'a interrogé déjà sur maires et citoyens. Il y avait une question qui était posée sur comment on affecte le budget aux écoles. Je le rassure, qu'à la tête du client, bien sûr, ça va de soi. En fait, c'est un grand travail qui a eu lieu déjà depuis très longtemps entre le service de l'IPF, l'instruction publique et familiale, avec les directeurs d'école et qui donne chaque année une contribution par enfant avec un taux qui est fixé et qui permet un budget de fonctionnement tout à fait satisfaisant pour chaque établissement. Nonobstant tous les travaux que nous rajoutons et que nous faisons, bien sûr, ou parfois des contributions exceptionnelles que nous rajoutons quand c'est nécessaire. Quant au choix des grands travaux, bien sûr, c'est en fonction un petit peu des enjeux, des urgences que l'on peut programmer, parce qu'il ne s'agit pas de répondre n'importe comment à des préoccupations. Il y a des écoles comme ça où on sait qu'il y a des choses à faire, mais sur lesquelles on programme. Et puis, parfois, il est bien de laisser un peu de temps parce que les bonnes idées d'un jour ne sont pas forcément les bonnes idées de l'autre jour. Donc, il n'y a jamais de raison de se précipiter et il faut bien réfléchir avant lorsqu'on fait des travaux importants. Quant à savoir pourquoi il n'y a pas de nom à l'école des Morettes sur le mur de l'école, eh bien, c'est une question qu'on peut se répéter partout dans la commune. Aucune de nos écoles, sauf la dernière, l'école des Plans, n'a de nom inscrit sur son bâtiment. Alors on l'a remarqué, on se l'est dit, et on ne l'a toujours pas fait parce qu'on a tellement d'autres choses à faire que ça paraît un petit peu futile, mais ça ne l'est pas. Et je pense qu'effectivement... alors nous avons tardé parce que nous avons demandé à chaque groupe scolaire de trouver un blason qui illustrerait le nom de l'école. Et donc les écoles ont commencé à travailler là-dessus, mais... il y a encore du travail parce que la façon de considérer un blason, ce n'est pas de mettre tout dans un petit carré ou un rectangle. Donc, il faut bien travailler les choses. Donc, je pense que l'année va être consacrée à travailler l'identification de chacune des écoles. Et ensuite, nous pourrons mettre le nom avec le blason de l'école et qui servira peut-être de référence aussi aux enfants de l'école. Le sentiment d'appartenance nous paraît important. C'est ce que nous avons fait avec le passeport du civisme, sur lequel nous avons donné des récompenses cette année, que nous relançons pour l'année à venir. Et je souhaite que les familles s'impliquent davantage maintenant qu'elles connaissent un peu le fonctionnement de ce passeport du civisme. Et nous avons voulu faire un passeport pour chaque commune afin que les enfants s'approprient leur école et se reconnaissent dans leur école par son passé et par son présent.
La rentrée scolaire, c'est malheureusement aussi la rentrée fiscale. La rentrée, les feuilles d'automne tombent toujours, hein, et notamment les feuilles d'impôt. Alors, les médias ont commencé de parler de la hausse de la taxe foncière sur le bâti, parce que c'est ça la taxe foncière, c'est-à-dire pour les propriétaires qui ne sont plus désormais que les seuls contribuables de la commune. Alors, je voudrais rappeler qu'au mois de mars, lorsqu'on vote le budget, j'ai eu l'occasion de dénoncer cette incongruité de discrimination qui veut que désormais la réforme faite par le gouvernement fait que dans une commune, les citoyens ne sont pas égaux devant l'impôt, selon leur catégorie de logement. C'est-à-dire que s'ils sont locataires, ils ne payent rien à la commune. Mais s'ils sont propriétaires, ils payent totalement à la commune. Or, on peut être locataire et avoir des revenus, être aisé, et être propriétaire avec peu de revenus, parce que c'est un héritage familial, c'est un bien qu'on a acheté en son temps, mais sur lesquels les charges sont lourdes, et donc c'est compliqué. Bizarrement, bien que je l'ai dit publiquement, même s'il y a eu un petit relais médiatique, très franchement, ça n'a pas perturbé grand monde dans le landerneau politique notamment. Il faut y voir notamment le fait que les parlementaires, n'étant plus maires, ne voient pas trop l'intérêt de parler d'un sujet qui ne les concerne pas vraiment et d'y apporter peut-être des modifications. Pourtant, je trouve que c'est un vrai sujet dont on reparlera d'ici quelques temps, mais comme toujours, quand on parle des problèmes au début, ça n'intéresse personne. Puis après, quand ça pèse vraiment sur tout le monde, alors là, on aura droit à toute l'effervescence qui convient. Je pense qu'on ne pourra pas durer ainsi. Il n'est pas normal que dans une commune, il y ait des citoyens de deux catégories. Ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, mais qui profitent de la même chose que les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc, pour notre commune, nous sommes comme les autres, hein, et c'est évident. Les propriétaires se retrouveront avec leur feuille d'impôt et qui sera alourdie cette année de 7% par les bases, c'est-à-dire ce qui a été revalorisé par le Parlement en fonction de l'inflation, car l'inflation était de 7,1% en novembre dernier lorsque le Parlement a voté la revalorisation des bases pour les communes, et auquel nous, communes, nous avons ajouté 3% d'augmentation. Alors on pourrait dire 7 plus 1 et plus 3, ça fait 10. Non, parce que dans le même temps, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis va baisser sa taxe des ordures ménagères, et c'est pour cela aussi qu'on a profité de l'effet d'aubaine. La hausse finale pour chacun des contribuables sera de 8,1%. Alors, 8,5%, pardon. Bon, on peut trouver que c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, à ceci près que la hausse des prix aussi a été forte depuis un an. À moins de considérer que la hausse de l'énergie n'est pas un sujet, la hausse des produits alimentaires n'est pas un sujet pour les communes, et surtout, le cadeau de l'État à ses fonctionnaires, 3,5 points d'indice, ça fait une augmentation pour chacun des fonctionnaires qui varie selon leur catégorie entre 7 et 10%. Parce que 3,5 points d'indice, ce n'est pas 3%, c'est 7 à 10%. Vous avez la hausse de la taxe foncière bâtie simplement sur la rémunération de nos agents, c'est-à-dire 8,5% en moyenne. C'est ce que ça représente. Le reste, nous l'avons digéré. L'augmentation des denrées alimentaires, l'augmentation de l'énergie. Je vous rappelle l'apocalypse quand même de l'année dernière à cette rentrée scolaire où personne ne savait comment on y ferait face. Nous y avons fait face et sans impacter bien sûr le budget des contribuables. Donc ces 8,5%, c'est un effort nécessaire mais qu'il faut regarder avec l'inflation. Je vous rappelle d'ailleurs que pour l'indice INSEE, en ce début de rentrée scolaire, on est à près de 5%. Et donc on ne voit pas pourquoi les collectivités, les communes ne seraient pas tenus de suivre ce qui leur est impacté comme hausse. Donc c'est un débat, à mon avis, qui est un faux débat, sauf quand on fait des augmentations de 15, de 20, de 30, de 50 ou de 60%. Je pense que notre hausse est trop forte, bien sûr, mais elle est liée à l'inflation.
mais elle est vraiment très modérée par rapport à tous les phénomènes que l'on veut bien considérer, et de maintenir bien sûr toujours une qualité qu'il y a dans notre commune. Nous avons fait toutes les manifestations de l'été gratuites pour tous. Dans cette rentrée scolaire, les gamins aux prochaines vacances auront tous des possibilités de faire du sport ou de pratiquer la culture gratuitement, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur source de leur environnement. Et voilà, donc tout ça a un coût. Nous protégeons notre collège avec des médiateurs qui surveillent les abords autour. Nous avons une police municipale qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et dont on est bien content de l'avoir, notamment la nuit, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes. Nous avons pratiquement 35 agents sur le terrain. C'est beaucoup pour une commune comme la nôtre, et brigade de nuit également. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que nous avons et qu'on pourrait réduire pour pouvoir dire on a un bon budget, on a une gestion de bon père de famille. Non, moi je ne crois pas que ça soit ça, la gestion de bon père de famille. La gestion de bon père de famille, c'est de répondre surtout aux préoccupations de nos concitoyens, quel que soit leur revenus, quelle que soit leur catégorie, et qu'il y ait une participation supportable. Par contre, là où je suis tout à fait en accord avec ceux qui disent c'est toujours les mêmes qui payent, effectivement, il n'est pas normal que tous ceux qui sont locataires et qui vont profiter de tout dans la commune soient complètement exemptés de l'effort nécessaire. Alors, les seuls qui seront concernés sont ceux qui ont les résidences secondaires dans notre commune et qui paieront sur la taxe d'habitation. C'est clair. Hein, mais si je suis à Villeneuve-Loubet avec une résidence secondaire, ça veut dire que j'ai les moyens quand même d'avoir une résidence secondaire. Par contre, pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ont pris une résidence secondaire pour avoir un rapport pour leur vieux jour, ou tout simplement pour ne jamais l'occuper aussi, car il faut bien le dire, hein, on a des logements jamais occupés et qui pèsent sur l'offre du logement qu'on pourrait offrir à la population sans être obligé de construire pour répondre à la demande. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui ne peuvent pas se discuter comme ça, simplement pour parler. C'est des sujets sur lesquels on reviendra peut-être au prochain direct. Peut-être vous aurez à ce moment-là d'autres questions à me poser. En tout cas, vous pouvez toujours le faire sur Maire et Citoyens, car on y répond, bien évidemment. Et puis, cette rentrée, ça va être quand même la possibilité pour tous de bénéficier de toutes les manifestations qui s'annoncent à nous. Dès ce samedi 9 septembre, le Forum des familles, où tout le monde peut se retrouver au pôle culturel pour faire son marché, si je puis dire, de l'activité sportive et culturelle de la commune, avec toutes les associations qui y seront présentes. Mais ce 9 septembre, à l'espace culturel Malraux, nous aurons une très belle exposition sur les objets estampillés de France, que je vous invite à venir voir ce samedi entre 17 et 19 heures. Nous aurons la semaine suivante, les 16 et 17 septembre, les Journées européennes du patrimoine, consacrées cette année au sport. Et ça sera l'occasion de faire une rétrospective du sport dans notre commune. Ça tombe bien, puisque dans cette rentrée, ce jeudi, j'inaugurerai le parc des sports Jean-Claude Dissane pour honorer la mémoire de notre ancien adjoint délégué au sport qui a œuvré pendant 17 ans et qui a été à la base de ce parc des sports. De la même manière, le 14 septembre, nous inaugurerons l'espace Monique Maurice avec l'extension de la salle d'haltérophilie et de musculation, mais aussi la première vraie salle de judo, karaté, salle d'arts martiaux sur la commune, et qui est quand même ce qu'on peut faire de mieux, pouvant accueillir aussi du public pour des compétitions. Donc nous inaugurons ça avec tous ceux qui ont bien voulu aussi soutenir financièrement la commune, c'est-à-dire l'État, mais oui, la région, le département, la CASA, et une dépense importante de 2 300 et quelques mille euros, sur lequel la commune a quand même pris 60% à sa charge. Mais heureusement que nous avions aussi les collectivités et l'État qui nous ont soutenus dans cette affaire. Et toujours dans les manifestations de la rentrée, nous aurons le 17 Villeneuve Africa, le dimanche 17, avec une nocturne africaine le 15, le vendredi soir, exceptionnellement payante, 15 €, parce qu'il y a beaucoup de choses
ce jour-là, un défilé de mode, 2 groupes musicaux. Mais le dimanche, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et en avant-première, ce vendredi soir, au musée d'art et d'histoire, nous aurons l'inauguration d'hommages, d'expositions aux tirailleurs sénégalais, aux tirailleurs africains. Nous avons déjà eu l'occasion de leur rendre hommage dans une plaque à notre cimetière. Et là, nous y consacrons une exposition qui est un petit peu la suite de l'exposition que nous venons d'inaugurer à l'Espace Tosti sur l'artisanat africain. Je vous invite à vous y rendre parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Il y a aussi de l'art africain et lié à l'Afrique. Donc c'est un petit peu ce mois de septembre, notre mois de septembre africain, qui nous permet de sortir de l'actualité où quand on présente l'Afrique, c'est toujours misérabiliste ou toujours avec des problèmes, des coups d'État, de la famine, des guerres. Et nous, on veut montrer l'Afrique sous un autre jour. Beaucoup d'Africains sont parmi nous. Et nous avons le consul honoraire du Burkina Faso présent chez nous. Nous sommes jumelés par notre paroisse avec la paroisse de Ouagaouia au Burkina Faso. Donc nous avons des liens avec le Sénégal et nous avons une conseillère municipale, Crescence Lebrun, qui est d'origine camerounaise et qui préside une association qui œuvre pour le Cameroun à Cap. Donc voilà, tout ça, ça sera un petit peu une rentrée mise sous les couleurs de l'Afrique avec comme invité d'honneur justement le Cameroun. Et puis la semaine suivante, le 29 au soir, le forum de la parentalité. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur à nos services et également à Catherine Piégy en particulier. C'est l'aide aux familles qu'on peut apporter pour l'éducation des enfants. Les parents sont souvent en difficulté aujourd'hui dans notre époque et il est bien de pouvoir apporter des expériences, des conseils, parfois des aides plus fortes. Et je citerai parmi toutes celles qui œuvrent depuis longtemps dans l'aide à la parentalité, comme Françoise Revest avec le problème des 10. Voilà, il n'y aura pas qu'elle, il y en aura d'autres. Le service éducation à la parentalité, au civisme chez nous, Lucie Rouillon, a concocté ce programme et j'invite les familles à venir s'y rendre. Ça se passera au pôle culturel. Et le lendemain, il y aura la fête de la jeunesse, le samedi 30, avec notre service jeunesse qui a bien travaillé encore cet été avec le centre de loisirs et qui est déjà opérationnel sur le centre de loisirs dès ce mercredi, et puis le centre ado. Et donc, il y aura la fête de la jeunesse. Et enfin, début octobre, eh bien, ça sera la fête de la science, 6, 7 et 8 octobre, vraiment une grosse manifestation de référence avec comme invité d'honneur, excusez du peu, Jeff Tordo pour le rugby et Tsonga pour le tennis, puisque ça sera le thème du sport et de la science qui seront ainsi abordés. Jeff Tordo, quand on dit Jeff Tordo, on parle de sport, de rugby. Et bien sûr, le rugby, c'est la Coupe du Monde qui commence ce 8 septembre. Alors bien sûr, la commune s'associe avec le club de rugby pour les membres du club, pour leur permettre de profiter de ce moment et des retransmissions. Et nous l'ouvrirons au public lorsque, je l'espère, nous serons dans les phases finales. Mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va d'abord passer toutes les étapes. On a vu avec les blessures récemment que rien n'est jamais gagné d'avance. Donc moi, je conseille plutôt l'humilité. C'est une qualité dans ce sport que d'être humble, et parce que sinon on est châtié par plus fort que soi, et de faire par étapes. Donc on dira « Allez France », comme le disait dans l'ancien temps, que personne ne connaît, avec Roger Coudert, le premier commentateur télé de l'époque. Allez les petits, ça s'est bien perdu aujourd'hui, mais c'est vrai que ça sera un grand moment sportif qui permettra de rassembler aussi tous les sportifs. Et notre rugbyman retraité de nos écoles, Gabi Giuliano, qui a fait découvrir le rugby avec la balle ovale et qui est à l'origine de l'école de rugby que nous avons aujourd'hui, dans 2 écoles de la commune, va faire la petite compétition, la petite Coupe du Monde chez les enfants, garçons-filles, et en balle ovale, bien sûr, pour qu'ils ne se fassent pas mal, mais ils représenteront les équipes de la Coupe du Monde. Et c'est une expérience que l'on fait,
qui, je pense, sera bien sympathique. Voilà, c'était un petit peu le tour d'horizon que je pouvais faire en entrée. Et puis, je ne sais pas si des questions sont arrivées entre-temps. Sinon, j'aurais des choses à dire pour ce qui nous attend aussi à l'automne. Oui. Oui, alors en fait, on m'avait posé une question concernant le conseil municipal. On m'a demandé s'il était possible de venir y assister, si ça ne dérangeait pas trop et si c'était autorisé. Alors, non seulement le conseil municipal, il n'est pas fermé, on n'est pas entre nous, ça passe dans le quotidien local, l'information, nous le mettons sur les panneaux lumineux, nous le mettons sur le Facebook, dans Maire et Citoyens, c'est ouvert. C'est ouvert au public. C'est un droit, c'est même pas... Voilà, donc bien sûr que vous pouvez venir, à ceci près qu'on peut le suivre aussi en direct sur Internet, si ça marche de manière opérationnelle. Si on n'y arrive pas, ben on peut le voir aussi en différé. Je vous signale que tous nos conseils municipaux peuvent être revus en différé, et c'est souvent plus agréable que de suivre tout un conseil municipal qui est long, fastidieux et réglementaire. Et comme il y a un certain consensus dans notre conseil municipal, il n'y a pas des joutes verbales, des phrases assassines, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'intéresse pas plus que ça les médias, hein, qui le suivent bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, hein, mais voilà, donc on travaille sérieusement, mais je vous invite bien volontiers à y assister. Ça se passe dans la grande salle Quenin, au pôle culturel, et vous y êtes les bienvenus. Il y en a quelques-uns qui viennent régulièrement, qui sont abonnés. Alors c'est vrai qu'il y en avait plus qui venaient quand c'était dans la salle du conseil municipal, mais depuis le Covid, on ne fait plus le conseil municipal dans la salle de la mairie parce qu'on est trop à l'étroit. Et puis comme il y a une retransmission, on n'y arriverait pas. Donc désormais, la salle de réunion du conseil municipal se fait au pôle culturel Auguste Escoffier, dans la grande salle Irène Quenin. Pour le moment, c'est calme. Alors, je vais, moi, revenir sur peut-être un ou deux événements avant de parler de la rentrée. Revenir un peu sur la sécheresse, parce que malheureusement, elle est toujours d'actualité. Et très franchement, les 15 jours qu'on nous annonce sans pluie nous fait de la peine, hein, parce qu'on aurait bien aimé avoir un peu de pluie. Alors, pas autant que dans les pays où il y a eu la canicule, comme l'Espagne ou l'Italie du Nord, l'Autriche, la Slovénie. D'ailleurs, vous remarquerez que si vous voulez savoir ce qui se passe sur le plan climatique à la télé, il vaut mieux que vous preniez la chaîne Euronews plutôt que les chaînes nationales, parce que chez nous, on ne parle que de la chaleur. Voilà. On parle de rien d'autre. Donc il y a la chaleur sur le bassin méditerranéen, mais le temps affreux qu'a eu toute l'Europe du Nord cet été, qu'on appelle vraiment un été pourri, il n'y en a pas eu... deux commentaires. On s'en aperçoit quand on regarde les matchs, d'ailleurs, de foot ou de rugby. Hein. On voit qu'il pleut, des trompes d'eau, que c'est... mais c'est jamais un commentaire, parce que le conditionnement fait qu'il faut que vous rendiez bien compte qu'il fait chaud et qu'il va faire de plus en plus chaud et que donc, ça devient insupportable. Alors, c'est incontestable. Hein, on ne va pas le nier. Je ne suis pas certain que de matraquer sans arrêt la tête avec quelque chose que l'on peut constater soit suffisant. J'invite toujours à garder ses distances pour rappeler l'année 1990 où il y avait fait aussi très chaud et il n'y avait pas d'eau dans le Loup. Voilà. Et nous avions eu des réunions à l'époque où on nous annonçait qu'il n'y aurait plus de neige l'hiver dans les stations de sport d'hiver. Et je vous rappelle que l'hiver 2021, l'année du Covid, on n'a jamais eu autant de neige dans nos montagnes sans pouvoir en profiter puisque les stations de sport d'hiver étaient obligées de ne rien faire. Voilà. Donc, gardons raison, mais c'est vrai qu'on a des conditions qui imposent les économies d'eau, de ne pas dépenser n'importe comment, de faire attention et de s'organiser en conséquence. Nous le faisons. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne cède pas à la paranoïa que nous ne sommes pas précautionneux. Donc, je veux rappeler que nous consommons moins d'eau que l'année dernière, ce qui veut dire que les citoyens ont pratiqué d'eux-mêmes une politique d'économie d'eau, et je les en remercie. Il y a ceux qui s'en moquent et qui, de toute manière, ne changeront jamais leurs habitudes, mais ça, c'est les mêmes que ceux qui mettent leurs poubelles le samedi à midi en sachant qu'elles ne seront ramassées que le dimanche soir, hein, notamment au village. Donc ceux-là, c'est même pas la peine qu'on essaye
de s'adresser à eux, puisque de toute manière, ils sont hermétiques à tout. Mais la grande majorité d'entre vous a bien pris conscience de ces problèmes. On l'a constaté d'ailleurs sur nos plages, où nous avons laissé les douches fonctionner et où on n'a pas constaté de gaspillage. D'ailleurs, les citoyens eux-mêmes faisaient les remarques qui convenaient, ou notre brigade nautique littorale d'ailleurs faisait les remarques quand c'était nécessaire. Mais très honnêtement, on n'a pas eu vraiment de gaspillage. Et moi, je le répète, si on a envie de faire des restrictions, alors il faut les faire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut plus laver le jet ski, par exemple. Parce que ça ne dérange personne. Mais comme ceux qui font les articles, parfois, font aussi du jet ski, il n'y a pas d'article consacré à la consommation d'eau pour les jet skis. Et puis, dans les ports, nous faisons, avec notre police portuaire et notre brigade nautique, un suivi très important de ceux qui, alors, lavent des bateaux de grandes normes, en se moquant éperdument de la déperdition d'eau. Donc voilà, c'est des sujets importants. Je souhaite que les grandes copropriétés que nous avons fassent une revisitation aussi de leur consommation d'eau au travers de leur végétal, et qu'ils mettent ça à l'ordre du jour de leur assemblée de copropriété. Entre celui qui a un petit jardin de rien du tout et qui va arroser 20 minutes le matin, et des lotissements et des copropriétés où on a beaucoup de verdure, ce qui est très bien parce que ça contribue bien sûr à éviter trop de réchauffement, mais avec des végétaux pas adaptés à notre climat, il faut faire cet aggiornamento, cette reconversion. Nous le faisons. Nous le faisons dans nos équipements, nos services techniques le pratiquent, donc nous avons beaucoup réduit notre consommation d'eau, mais il faut bien aussi assurer un minimum d'hygiène d'abord, et aussi de végétation pour les insectes, la biodiversité, tout ça doit être dans l'équilibre. On a essayé de nous faire une mauvaise polémique avec un agriculteur qui n'avait pas pris connaissance du nouvel arrêté sécheresse à la mi-août, qui lui interdisait de faire de l'arrosage en dehors des heures, d'ailleurs, qui était déjà obligé, c'est-à-dire après 8 heures du matin, et avec des grands systèmes d'aspersion. Je rappelle que notre police municipale, contrairement à ce qui a été laissé sous-entendre, n'a absolument pas verbalisé. Elle lui a rappelé l'arrêté tel qu'il était, elle lui a conseillé, bien sûr, d'arrêter cet arrosage et puis de prendre ses dispositions. Ça a d'ailleurs servi à quelque chose, puisque la Chambre d'agriculture, qui visiblement était aux abonnés absents lorsqu'il y a eu la réunion de la préfecture pour pondre cet arrêté sécheresse, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, elle aurait fait valoir au service de l'État qu'il y avait aussi l'activité agricole. Visiblement, ou ils n'étaient pas présents, ou ils ont zappé quelque chose, mais ça leur a permis de rattraper le coup sur notre dos un peu d'ailleurs, en faisant des commentaires un peu disgracieux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais au moins ça a permis de faire une dérogation par la préfecture après coup et de donner bien sûr les possibilités aux agriculteurs de travailler parce qu'effectivement ils jouent un rôle essentiel. Par contre, si les agriculteurs à l'ancienne voulaient bien se mettre au goût du jour pour transformer leur mode d'aspersion, d'arrosage et non plus de faire comme ils l'ont toujours fait pendant des années, ça ne sera pas absurde. Les nouveaux agriculteurs que nous avons sur la commune, c'est ce qu'ils pratiquent. Ce sont ceux qui contribuent aux ventes, aux AMAP notamment, sur notre marché ou dans nos cantines. Donc voilà, ça sera peut-être une bonne réflexion. Je n'ai pas voulu polémiquer à ce moment-là, ce qui a permis d'ailleurs à un journaliste d'une radio de faire des commentaires parce qu'on ne voulait pas y répondre, qui n'étaient pas appropriés, mais enfin ça on a l'habitude. Mais je veux dire les choses sur des enjeux qui sont importants et qui ne visent pas, bien sûr, tel ou tel agriculteur, mais qui amènent à une réflexion générale. Voilà, ça c'était pour cet été. Donc espérons quand même qu'on retrouve un peu de pluie, ou en tout cas dans l'arrière-pays pour abonder un peu nos nappes phréatiques. Mais là, si on devait repartir sur un automne et un hiver comme on l'a connu, là on aura de vraies questions à se poser pour la suite. Après, généralement, le climat, enfin la météo, parce que le climat, ce n'est pas la météo. La météo, quand on a de grandes périodes de sécheresse, de chaleur, tôt ou tard, on le paye cher. Et nous, dans notre commune, on sait ce que ça veut dire de le payer cher parce que les pluies sont torrentielles et donc les rivières gonflent immédiatement et là, ça dévale. Et donc, je vous invite à prendre vos précautions déjà sur les risques. Nous avons des petits fascicules
que nous sortons chaque année au mois d'octobre avec notre journal municipal, qui est accessible dans nos services sur qu'est-ce qu'on fait en cas de risque. Après le risque incendie, il y a le risque inondation. Donc je vous invite à déjà penser à ce qui peut arriver au mois d'octobre ou au mois de novembre. On l'a déjà vécu et c'est toujours bien d'anticiper plutôt que de subir. L'article 68. Ah, l'article 68, oh, ben, je ne fais pas de politique, moi, vous savez, j'ai abandonné la politique depuis longtemps, donc la Constitution, ça m'intéresse, ça concerne, pour ceux qui ne le savent pas, la destitution du président, donc je ne veux pas rentrer dans cette logique-là. Il y a des parlementaires qui devraient faire ça très bien, et moi, je me contente déjà de subir ce qu'on nous impose. Par exemple, sur le plan fiscal, je voudrais rappeler quand même, juste pour nos concitoyens, c'est qu'il y a 10 ans, la dotation globale de l'État, pour fonctionner, pour la commune, pour les missions qu'elle accomplit pour le compte de l'État. C'était 2 300 000 euros. Et cette année, nous faisons plus qu'il y a 10 ans, avec 350 000 euros. Voilà, comme ça, vous comprendrez mieux la taxe foncière, hein, l'impact que ça a. Et dans le même temps aussi, on est pénalisé parce qu'on ne construit pas assez, on a pénalité SRU, on doit aider les communes pauvres parce qu'on n'est pas encore assez pauvres. Ça va venir, mais on n'est pas encore assez pauvres. Et là, c'est 800 000 euros qu'on nous prélève. Voilà, et nous, on fait un budget en équilibre. On ne fait pas comme le gouvernement du déficit, de la dette. Hein, on fait de l'équilibre et on n'aggrave pas la dette plus que de raison, modérément, hein, pour pouvoir surtout la rembourser, ce que n'est pas capable de faire aujourd'hui l'État. Eh bien, écoutez, si sur le bilan de la rentrée, on a fait un peu le tour, je voudrais vous dire qu'à l'automne, là, les travaux vont continuer, et notamment sur un certain nombre de secteurs, et toujours sur la Nationale 7. Alors, je vous rappelle que quand Action s'est ouvert au mois de juin, en même temps que des travaux qui se faisaient au rond-point des Rives, on a eu droit, comme d'habitude, à un concert, certes minoritaire, mais qui est toujours repris sur les embouteillages de la 7, sur l'apoplexie, comme si aucune autre artère du département ne connaissait la même situation. Bon, moi j'invite à aller un peu se balader ailleurs, entre Cannes, Grasse, Monaco par exemple, au hasard, hein, pour savoir comment les choses se passent. Mais enfin bon, il n'y a pas eu d'apoplexie de la route cet été sur la 7. Hein. Il y a eu les embouteillages classiques, mais on pouvait très bien y circuler. Et je recommence à redire ce que visiblement personne ne suit, que prendre l'avenue des Cavaliers quand on n'est pas résident est absurde. Samedi dernier, j'étais dans le quartier, parce que je suis toujours dans ce quartier. Hein. Il n'y avait personne sur l'avenue des Morettes, mais alors personne. Et il y avait la queue qui remontait jusque l'école des Morettes sur les Cavaliers. C'est la certitude qu'on ne pourra pas passer par l'avenue des Cavaliers. Voilà pourquoi on a mis des panneaux Nice-Antibes, accès direct. Alors ça fait rigoler les esprits forts, hein, parce que bien sûr c'est des flèches qui vous amènent en arrière au lieu d'aller en avant de la direction qu'on a choisie. Mais on n'est pas aussi idiot qu'on a l'air. Hein, c'est-à-dire que c'est direct en temps, pas en kilomètres, bien sûr, mais parfois ce n'est pas la ligne droite qui est le plus court chemin. Donc, quand on sort d'Action, quand on sort de Lidl, au lieu d'aller s'engouffrer sur l'avenue des Cavaliers, il est plus intelligent de remonter, puisqu'on a des voies de desserte désormais que l'on a, de revenir par l'avenue du Docteur Lefebvre et de descendre sur l'avenue des Morettes. Et là, on pourra prendre la Nationale 7 qui roule plus vite que ce qui peut s'écouler sur l'avenue des Cavaliers. Alors, on est bien conscient que pour les gens qui habitent dans le quartier, c'est pénible. Et on y travaille. Le département travaille sur le carrefour de l'avenue des Cavaliers, mais il ne peut pas le sortir en 3 mois, 6 mois, ce n'est pas possible. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Après, il y a tous ceux qui arrivent par l'avenue de Vaugrenier, de Sofia ou de nos quartiers extérieurs et qui pensent que prendre l'avenue du Docteur Lefebvre pour aller aux Cavaliers, c'est direct. Non, c'est écrit, il y a des flèches, descendez sur l'avenue des Morettes. Je ne sais pas en quelle langue il faut le faire, mais après, il ne faut pas râler. Vous l'avez choisi vous-même. En ce qui me concerne, je suis sur place, c'est ce que je fais toujours. Je reviens en arrière, je prends l'avenue des Morettes, j'ai 2 fils à gauche quand même, avec la possibilité de s'intégrer l'un l'autre. Alors je rappelle le code de la route aussi pour ceux qui l'ignorent et qui l'ont oublié ou qui peut-être ne l'ont jamais même appris, hein, qui ont réussi leur permis, on ne sait pas trop comment, hein, un coup de bol.
hein, et c'est que quand on est plusieurs, eh bien, on se laisse passer l'un l'autre. Et donc, les 2 fils de gauche, on a fait 2 fils intercalaires qui permettent à chacun de se céder poliment le passage et tout va bien et ça roule. Évidemment, il faut connaître son code de la route. Il y a toujours ceux qui veulent toujours tout forcer et qui pensent qu'ils vont gagner leur place au paradis en ayant gagné une place devant l'autre. Bon, je veux dire, on a les satisfactions qu'on peut dans la vie, mais on ne nous fera pas bouger, quoi. Je veux dire, hein, qu'on le sache bien. On va travailler d'ailleurs dès cet automne, là, la semaine prochaine, et ça a commencé, sur l'artère nouvelle qui va permettre de déconcentrer un peu la circulation sur le futur boulevard Général de Gaulle. J'observe que malgré le journal municipal, malgré les posts Facebook, malgré la newsletter, il y a des gens qui ne lisent rien, qui ne s'informent de rien, mais qui font des commentaires. Bon, moi, je veux bien qu'on fasse tous les commentaires qu'on veut, mais d'abord, on s'informe, qu'on se renseigne. Donc, les travaux du boulevard de Gaulle qui vont relier l'avenue des Morettes à l'avenue des Cavaliers va soulager les problèmes de circulation interne. Ça va nous prendre 2 bons mois. On peut penser que ce boulevard sera ouvert à la Toussaint. Et donc, on pourra désormais circuler sur cette voie qui débouchera sur l'avenue des Morettes par un petit rond-point, en attendant le rond-point qui est en train de travailler le conseil départemental. Donc voilà, c'est juste pour dire que à ceux qui s'exaspèrent, et je peux comprendre les gens du quartier ou ceux qui ont affaire dans le quartier, mais je leur dis, prenez patience, il ne s'est rien passé pendant 30 ans, tout s'est accumulé, hein, et ce n'est sûrement pas la mise en sens unique de l'avenue du Docteur Lefebvre pour une partie qui est pour quelque chose, c'est un leurre. Il y avait autant d'embouteillages auparavant quand on avait la possibilité de passer par l'avenue du Docteur Lefebvre. Non, il faut travailler les voies adjacentes. On est en train de le faire avec le département et ça va venir. Je le dis à chaque direct que nous avons ensemble. Rien ne vous interdit de vous y référer et de nous poser ensuite des questions, bien sûr, par l'application Maire et Citoyen pour vous donner les précisions nécessaires. Et je crois que ça, c'est important. Alors, dernier point sur la 7, on va faire des travaux qui vont comme ça un peu provoquer des réactions, puisqu'on fait des gros travaux d'assainissement qui n'ont jamais été faits. Parce que grâce aux constructions nouvelles, bien sûr, qui imposent des charges supplémentaires, mais surtout des situations obsolètes qui datent de 30 à 40 ans, la CASA, la communauté d'agglomération, va faire quelques 6 à 8 mois de travaux qui vont aller devant Cap 7 pour faire sortir tous les réseaux d'évacuation d'eau pluviale, mais surtout d'assainissement, alors qu'aujourd'hui, tout est encombré, tout est bloqué, tout est rétréci. Donc, ça peut générer quelques perturbations, mais généralement, ce ne sont pas les gros travaux qui créent les problèmes, hein, c'est les petits travaux, on l'a bien vu avec l'avenue des Rives. Donc, la CASA va faire ces travaux absolument nécessaires et indispensables. Et il faut bien vous dire que ce quartier qui n'avait pas bougé pendant 30 ans, aujourd'hui qui est en pleine transformation, en pleine transition, puisqu'on bâtit là le Villeneuve-Loubet des années 2030-2050, eh bien, on est dans la phase difficile, où on a les inconvénients du passé et pas encore les avantages de l'avenir. Donc, nous y travaillons, nous ne restons pas inertes. Nous entendons aussi ce que vous nous dites, parce que vos remarques et vos réflexions sont parfois pertinentes, et donc il faut toujours nous faire des suggestions. Et puis pour le reste, lorsque nous avons, nous, des raisons d'estimer que non, la suggestion n'est pas pertinente parce qu'on l'a étudiée, parce qu'on l'a vue, on l'a regardée, puis on a peut-être des obstacles qui nous empêchent de le faire, il faut aussi nous faire confiance. Voilà. Hein, donc l'écoute pour notre part, et puis les réponses aussi aux questions que vous vous posez sont légitimes. Voilà un sujet toujours difficile, mais sur lequel nous faisons face. Il y a une question, c'est formidable. Une petite question supplémentaire qui concerne l'arrêté préfectoral 2014, incendie. Oui. La personne demande s'il est respecté partout à Villeneuve-Loubet. Écoutez, l'arrêté préfectoral doit être respecté partout. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête en quoi consiste l'arrêté préfectoral de 2014, parce que je ne suis pas un ordinateur vivant, surtout sur le juridique, mais ça, on peut le retrouver. Celui qui fait qu'on est en période rouge et que l'écobuage, en tout cas, est interdit à tous, sauf dérogation, là encore, pour certaines catégories socio-professionnelles.
je le précise, bien sûr, est appliquée. Mais pour le reste, j'irai rechercher ce qu'est l'arrêté préfectoral de sécheresse. Sachez que nous avons fait un gros travail de prévention quand même tout l'été avec le comité communal des feux de forêt que nous avons créé au mois de juin. Je remercie les bénévoles qui sont allés patrouiller avec François Piacentino et d'autres pour relever le moindre indice de départ d'incendie. Et le travail donc, qui a été fait en liaison avec notre police municipale et également les services pompiers. Vous savez qu'on a eu 2 départs d'incendie côté Cagnois qui n'étaient pas très loin de chez nous. Sachez que nous étions préparés, nous avions alerté sur notre secteur parce que selon le vent, c'est nous qui aurions pu avoir les désagréments de ce qui était du côté de Cagnes-sur-Mer. Bien sûr, nous avons affirmé notre solidarité avec notre commune voisine pour l'aider notamment à régler les problèmes de circulation dans ces circonstances. Et je vous le dis, vraiment, l'application maire et citoyen, le Facebook de la ville vous donne les informations sur l'instant, quart d'heure par quart d'heure. C'est pas sur tu sais que tu viens de Villeneuve. Ça vous raconte l'histoire après. Ou qu'est-ce qui se passe, où en est-on, etc. Alors on communique également avec des citoyens qui font le relais, mais c'est d'abord l'information chez nous. Donc si vous voulez être tenu informé du moindre risque sur la commune, je le répète, l'application maire et citoyen, il y en a 1700 qui sont inscrits. Nous sommes 16 000 habitants, donc il y a encore de la marge. Il y a encore une question qui concerne donc, la prévention. Là, ça concerne les inondations. On demande si les travaux sont prévus sur l'avenue des Ferraillonnes pour prévenir des inondations éventuelles. Bon, c'est plus compliqué que ça. Donc les travaux sur l'avenue des Ferraillonnes, de toute manière, il faut savoir que désormais, c'est sous l'égide de la CASA, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, et que les propositions qui ont été faites, les études qui ont été faites sont prises en compte. Mais là aussi, on est dans des procédures qui durent. Et puis, on a toujours de l'adversité des gens qui nous expliquent qu'on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire. Par exemple, devant les maisons de Villeneuve, nous, on a fait une proposition de bon sens pour que les canalisations, pour que l'eau ne stagne pas dans la remontée qui se fait vers le parc des Ferraillonnes, pour que l'eau puisse s'écouler vers le parc des Ferraillonnes. Oui, mais problème, il y a les champs d'eau, de captage d'eau de la station d'Étine qui alimente Cagnes. Donc, il faut d'abord faire les études pour ne pas non plus inonder, et ça paraît légitime, les eaux de captage de la ville de Cagnes. Donc, la ville de Cagnes nous a dit « Non, mais attendez, vous n'allez pas nous envoyer toute l'eau. » Bon, elle y va quand même, mais c'est vrai qu'elle irait plus directement. C'est un élément d'écoulement qui permettrait de mieux protéger les maisons de Villeneuve, sur lesquelles nous avons fait un petit peu d'amélioration sur des grilles d'évacuation qui permettra pour des petites inondations de pouvoir y résister davantage. Mais il y a pas que les Ferraillonnes, il y a aussi l'embouchure du Loup, il y a aussi le Loup. Vous avez vu que c'est compliqué de discuter à plusieurs. Certains n'y croyaient pas dans les Bouches du Loup, que ce n'était plus la commune qui intervenait. Pour enlever l'atterrissement dans l'embouchure du Loup, qui, je le répète, n'est pas un facteur d'inondabilité. Parce que lorsqu'il y a la crue, lorsque le fleuve monte, tout ça est balayé par l'intensité du fleuve. Donc, c'est vraiment pas considéré, en tout cas, comme un risque quelconque. Mais c'est un petit peu dérangeant pour la qualité de l'eau, pour le mélange des eaux marines et des eaux naturelles, pour la faune, tout simplement, et même pour la flore. Donc, nous avons soutenu la démarche de créer un chenal sur la partie villeneuvoise comme sur la partie cagnoise. Et puis finalement, c'est le département, le SMIAG, qui l'a fait, mais qui n'a pu faire que la partie villeneuvoise parce que la partie cagnoise considérait que ça ne servait à rien et que ça allait revenir. Vous voyez que c'est compliqué, la vie. Donc, et pourtant, nous sommes intéressés conjointement de chaque côté de la rive du Loup. Il y a des projets notamment pour qu'une arche qui a été comblée indûment dans le temps soit de nouveau en eau. Et bien là aussi, on a des refus, des obstacles. Donc voilà, chacun prendra ses responsabilités en cas de problème. Mais je ne peux pas vous répondre mieux que ça. J'observe simplement qu'on est plus efficace pour faire des travaux dans le Loup, pour faire passer des anguilles,
que pour protéger la population. Voilà. Et je n'ai pas vu beaucoup d'anguilles passer cet été, hein, vu le parcours qui leur avait été fait dans les seuils. Peut-être je me trompe. Si jamais il y en avait qui avaient vu passer les anguilles, ils nous intéresseraient parce que ça ne nous a pas paru évident à l'œil nu cette année. Voilà. Oui, bien sûr. La circulation RN7, on peut y faire des heures. Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est un constat. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, la circulation secteur gare Villeneuve est déjà très compliquée pour tous et pour les bus scolaires avec toutes les nouvelles constructions. Voilà, je vais répéter pour la énième fois que les constructions n'ont rien à voir là-dedans. Hein, mais ça, je pense que je pourrais le redire et le redire, d'autant plus qu'avec les nouvelles constructions, il y a aussi des voies qui vont être créées, mais les constructions ne font pas sortir les gens tous en même temps et rentrer en même temps. Les gens ne sont pas des moutons. Hein, ce n'est pas des gens qu'on met au pâturage et qu'on ramène le soir. Donc, postez-vous à l'entrée d'un immeuble, n'importe lequel, et comptez les voitures qui sortent et qui rentrent. Vous verrez, c'est assez intéressant. Moi, je vais souvent dans le quartier, je suis souvent dans le quartier où il y a toutes les habitations, justement, hein, les terrasses de l'Ascaris, Éclore, etc. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très réducteur. Non, ce qui se passe sur la 7, c'est tous les gens qui passent par chez nous. C'est tout. Et qui continuent de passer par chez nous parce qu'ils ne veulent pas payer l'autoroute, parce que l'autoroute, c'est aussi des embouteillages et des accidents. Donc voilà, ils continuent de passer par nous. Et quand vous avez 1000 emplois nouveaux par an à Sophia Antipolis, c'est par chez nous que ça passe pour beaucoup. Et quand vous avez Polygone Riviera, quand vous avez Cap 3000, quand vous avez la Plaine du Var, ils passent de l'autre côté de la même manière. Et puis, il y a ceux qui viennent travailler chez nous et acheter chez nous. Nous avons 700 entreprises sur le secteur, nous avons des salariés et nous avons une clientèle, bien sûr. Et il suffisait que de le voir samedi. Cela étant, si vous pensez que les choses seront pires, sûrement pas, parce que jamais les investisseurs mettraient de l'argent pour créer des commerces là où ils penseraient que la clientèle ne pourrait pas venir. Et c'est ça le vrai indice. Eux, ils savent parfaitement que de toute manière, il y aura toujours du monde pour venir acheter. C'est pour ça qu'on a eu Action et c'est pour ça qu'on va avoir Grand Frais. Et c'est cela qui crée bien sûr l'impact dans la circulation. C'est pour cela que nous travaillons dessus. Si le département travaille sur les 3 carrefours, ce qui n'a jamais été fait jusque-là, mais travailler sur les 3 carrefours, ce n'est pas les sortir d'un coup de baguette magique. Il faut faire les emprises, il faut négocier les terrains, il faut discuter de ça, ça prend du temps. Le financer n'est pas le plus compliqué, il suffit de le décider. Mais c'est de considérer et de faire les études de circulation qui sont liées. La seule chose que vous devez savoir, c'est que c'est prévu, c'est inscrit dans le programme du conseil départemental, et que donc il faut bien attendre un petit peu. Mais je le répète, les nouvelles constructions n'ont aucun impact sur la circulation. Un GEROP, qui est un bureau d'études à Villeneuve-Loubet, qui travaille sur la circulation, l'a chiffré, l'a estimé à 5% sur l'impact de circulation. Vous entendez bien ? Et quand il s'agit d'un ensemble conséquent, hein, c'est 5%. Donc, de fait, je le répète, si on veut le vérifier par soi-même, il suffit de se mettre devant n'importe quel groupe d'immeubles, vous regardez les voitures sortir par heure et rentrer, quelle que soit l'heure, et puis on se revoit une autre fois, vous me direz un peu ce qu'il en est, puis on ira le vérifier nous-mêmes. Mais nous, on l'a fait, le test. Et voilà pourquoi on ne rentre pas dans cette logique qui n'en est pas une. C'est une fausse logique. La vraie logique, c'est le travail, c'est l'emploi qui crée les problèmes de circulation chez nous, et c'est quand même tant mieux qu'il y ait de l'emploi chez nous plutôt que des chômeurs, et l'emploi ailleurs, et ça aussi c'est pas mal, parce que c'est toujours mieux que d'avoir des gens qui sont à l'aide sociale. Les constructions, ça permet de loger des gens, ça peut être votre fille, ça peut être votre neveu, ça peut être votre grand-mère, votre mère, tout simplement, donc il faut les loger. Et donc tout ça c'est un tout, et il ne faut pas se désoler de voir changer les choses. Qu'est-ce que c'était que ce secteur, sinon que des hangars moches, désaffectés, des terrains complètement imperméabilisés qu'on est en train de désinondabiliser, c'est ça qu'il faut savoir, et des squats, des voitures abandonnées, etc. Une zone, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? On va dans la zone, on va faire ses courses dans la zone. C'est un vocabulaire qu'on commence déjà à abandonner. Nous l'avons baptisé ce secteur Paul Marina 7, ça commence à bien rentrer dans les esprits. Et c'est vrai que toute la partie Dr Lefebvre doit être résidentielle et non plus dans l'activité
comme on l'a encore aujourd'hui, parce que l'avenue du Docteur Lefebvre et les poids lourds, c'est sympa aussi, c'est pas mal en termes de circulation. À 10h du matin, comme à 11h ou à 5h, voilà, donc c'est des nuisances. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'activité industrielle commerciale sur le Docteur Lefebvre, qu'il y ait de la résidence et que toute l'activité se reporte effectivement sur le bas du secteur avec la 7 réaménagée et des voies intérieures entre la 7 et le Docteur Lefebvre. Je le répète, personne ne l'a encore entré dans la tête, mais le boulevard du Général de Gaulle, ce sera quand même la grande artère de demain de Villeneuve-Loubet, là où il y aura la mairie annexe, là où il y aura la police municipale. Hein, c'est le cœur de vie du XXIe siècle à Villeneuve-Loubet. Donc on jugera sur les faits et non pas sur les préventions et les préjugés. Donc je comprends parfaitement les préoccupations. Sachez que depuis 2014, nous ne faisons que ça, que de travailler sur ce secteur. Il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on y soit. Et on y est toujours, et là on est en plein dans le cœur de l'action parce qu'il faut déboucher sur la concrétisation. Cela étant, pour finir, sur le secteur et ses logements, moi j'ai trouvé le bébé dans la corbeille de mariée quand même pour le logement. Parce que ce qui était inscrit au plus, c'était 350 logements, 380 logements sur le cœur des Morettes, mais également tout autant avec Morette 1, Morette 2 et Morette 3. Et ça allait du logis de Bonneau jusqu'au Cavalier. Donc tout ça, on l'a fait supprimer. Alors il y aura bien sûr du logement, on le voit sortir, mais ce n'est plus les 750 à 800 logements qui étaient inscrits dans le plus de 2013. Alors ça, si on a envie de parler, d'aller jusqu'au bout des choses, on peut en discuter. Mais nous avons rectifié, nous ne pouvons pas l'empêcher. Le plus nous impose de satisfaire à la demande. Les propriétaires, je sais que ça me fait penser qu'on dit oui, mais c'est le maire qui signe le permis de construire. Eh bien évidemment, d'abord c'est pas moi, c'est l'adjoint. Je laisse l'adjoint faire ce travail. Mais oui, bien sûr, on signe le permis de construire, mais c'est l'État qui le valide. Et si on le refusait, le promoteur nous attaquerait pour abus de pouvoir, parce qu'il y a des droits à construire. Et l'État exige qu'il y ait les logements sociaux qui vont avec les nouveaux logements. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie. Nous assumons, simplement, nous faisons en sorte de donner un mieux. Par exemple, Terre des Arts, au pied de l'école des Morettes, bientôt, j'aurai l'occasion de vous présenter une nouvelle salle polyvalente pour le quartier et pour les enfants de l'école des Morettes, par exemple. Je pense que d'ici l'année prochaine, on sera en capacité d'entamer la réalisation de cet espace qui n'existait pas. Nous avons créé le jardin des Morettes. Il n'y avait pas de jardin avant. Avant, il y avait moins de logements, mais il n'y avait aucun jardin pour les familles. Là, non seulement nous l'avons créé, mais nous sommes en train de créer un parc de liaison entre la 7 et le futur boulevard Général de Gaulle, le long de la pharmacie de Cap 7, par exemple. Donc voilà, si on veut tout regarder, il faut le regarder dans son ensemble. J'invite à regarder Parole de Grenouille, de bien relire Parole de Grenouille, les derniers numéros, 31 et 32, où tout est expliqué. Et bien sûr, on vous répondra aux observations que vous nous ferez éventuellement sur plan, par rapport à ce qui a été inscrit. Vous savez, dans Parole de Grenouille, la façon dont on le travaille, je m'y mets personnellement et je ne renie aucune virgule, aucun mot, aucune phrase, puisque c'est moi, avec le concepteur, qui fait le journal. C'est vous dire que chaque mot est bien pesé et sous-pesé. Donc nous prenons des engagements, nous essayons de les tenir. Selon les difficultés de l'heure, bien sûr, on peut être obligé de revoir un peu sa copie, mais là, par rapport à ce qui était prévu dans ce quartier, franchement, il n'y a pas photo. Mais il faut nous laisser du temps pour voir un peu comment les choses se terminent et comment elles fonctionnent. Voilà. Voilà, je vous ai épuisé, et comme ça, c'est bien. Mais moi, j'ai plaisir à avoir l'occasion de vous répondre sur des questions que vous vous posez et qui sont légitimes. Ne pensez pas que vos questions nous soient insupportables, bien au contraire. Et j'apprécie justement que vous nous posiez les questions qui dérangent, les questions à des problèmes que l'on vit et dont on ne comprend pas quelle est la finalité de notre côté. Nous, on est un peu dans notre bulle et on essaye de sortir de la bulle justement par l'application Maire et Citoyen, je le répète, où on répond systématiquement à toutes les problématiques qui peuvent être les vôtres, et puis par ce direct et par le journal Parole de Grenouille. Le prochain sortira au mois d'octobre
hein, et aura avancé, bien sûr, sur les travaux en cours sur ce secteur, mais heureusement, pas que là. Hein, il n'y a pas que ce secteur qui compte pour la commune de Villeneuve-Loubet. Heureusement, il y en a bien d'autres. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour cette reprise, et en disant simplement que, vous savez, quand on se regarde, on peut toujours se désoler, mais si on se compare, je pense qu'on peut quand même se satisfaire un peu. Et tous ceux qui veulent venir chez nous, c'est le meilleur indice en la mesure. On n'a pas observé de départ fulgurant de gens qui ne pouvaient plus supporter de vivre dans notre commune. Il y a des gens qui sont obligés de partir pour des raisons professionnelles, mais généralement, ce qu'on entend, c'est plutôt « j'aimerais bien y vivre, mais malheureusement, je ne trouve pas ce que... c'est pas dans mes cordes, c'est encore un peu cher. Si on ne construisait pas, ça serait encore plus cher. » Car le fait qu'il y ait du logement accessible maintient des prix pas aussi élevés qu'ils pourraient encore être plus élevés. Parce que ça fait pression, bien sûr, sur l'offre. Plus l'offre est réduite, plus les prix sont chers. Alors imaginez ce que ça serait s'il n'y avait pas cette offre que vous trouvez pour certains trop abondante. Tout est compliqué, rien n'est simple. Et c'est pour ça qu'il faut discuter, débattre, pour appréhender les problèmes au fond et non pas de manière superficielle. Et ça, c'est ce que j'aime faire avec vous. Ça peut être ici comme ça, un peu impersonnel, hein, à travers l'écran, ou ça peut être en direct également, parce que je ne refuse jamais la discussion. Bonne rentrée à tous, bon courage pour certains, et nos services municipaux sont là pour essayer de vous faciliter la vie et non pas de vous la compliquer. Au revoir. Oui, juste un mot quand même. Il y a bien un club de foot villeneuvois pour la rentrée. Hein. Vous vous rappelez, le printemps, il n'y aura plus de club de foot, ça va être terrible, qu'est-ce que vont devenir nos enfants? On vous l'avait dit, on a tenu parole. Il y a bien un club de foot et il est bien de Villeneuve et avec des Villeneuvois. Maintenant, il n'y a pas que des Villeneuvois, heureusement d'ailleurs, hein, parce que les Villeneuvois, il y en a aussi ailleurs et c'est très bien comme ça. Donc, bonne rentrée sportive.